Dans cette 7e saison d'un Monde de Bulles, cette année, sans tabou, sans peur et sans reproche, on vous propose toute l'actualité du 9e art et des arts graphiques à travers évidemment les séries, mais aussi les auteurs, quels qu'ils soient, les blockbusters et les séries plus intimistes. On va vous faire découvrir ce 9e art tellement réputé et reconnu en France, en Europe, mais aussi dans le monde entier. Un Monde de Bulles, l'émission consacrée au 9e art. Ce soir à 23 h sur Public Sénat. Bienvenue à tous. Depuis longtemps, Bibliothèque Médicis vous le répète, il n'y a pas de moment particulier pour lire. Le plaisir, qu'il soit égoïste ou solitaire, chacun peut le nourrir et le faire vivre partout et en toutes circonstances. Charles Dantzig, chez Grasset, pourquoi lire? Pourquoi lire? Après le dictionnaire égoïste de la littérature, voici l'hommage d'un grand lecteur à la littérature. On lit, dites-vous, pour comprendre le monde et surtout pour se comprendre soi-même. Et parfois, on lit même pour comprendre l'auteur. Une fois qu'on a fait ces deux choses-là, oui. Ce qui est passionnant, c'est de lire pourquoi, par exemple, on lit Proust pour comprendre ce qu'est la société de la fin du 19e siècle et du début du 20e. Après, on lit pour comprendre les personnages et les échos que ça peut avoir sur nous. Et après, le troisième stade passionnant de la lecture, c'est de dire, mais qui est ce type qui a écrit ça? Et j'aime bien, la bibliothèque est le seul concurrent des cimetières. Mais je crois. Oui, mais seulement, il semble que les morts alignés avec leurs œuvres soient quelquefois plus vivants que les vivants. Bien sûr. Les morts vivants sont plus vivants que les vivants morts. Vous allez tous le démontrer, j'en suis sûr. Jean-François Parrot, chez Jean-Claude Lattès, L'honneur de Sartine. C'est le 9e tome des aventures du commissaire Nicolas Le Floch, dans le Paris du 18e, que connaît aussi très bien Michel Vinocq. Votre héros, Nicolas Le Floch, est devenu très familier. On le voit maintenant à la télé. Il y a eu 2 épisodes et deux récemment. Vous étiez diplomate, historien, romancier. Comment se fait la liaison? Par la neige qui tombait dru à Sofia lorsque j'étais premier conseiller et on avait beaucoup de travail parce qu'il ne faut pas croire qu'on écrit parce qu'on n'a rien à faire, mais les samedis et les dimanches étaient très, très tristes et donc il fallait les occuper par quelque chose. Un peu la neige et l'ennui. Et pourquoi le XVIIIe siècle? Parce que j'étais de formation un spécialiste des quartiers de Paris à la veille de la Révolution. Et ça a commencé comment? La première envie d'écrire? Le premier jour. J'avais 6 ans. J'avais commencé un roman, 2 pages, et je crois que mon premier roman commence à peu près de la même manière. Et vous dites que vous écrivez des romans policiers ou des romans historiques ou historico-policiers? J'écris des romans. Des romans. La littérature policière, c'est aussi une grande littérature. C'est aussi une grande littérature. Les romanciers américains comme Chandler et Dashiell Hammett nous montrent ça. D'accord, mais il ne faut pas aller chercher les Américains, il y a des Français. Il y a eux. Madame. Alors, Andrea H. Japp, je dis exactement le titre et les initiales. Votre époque préférée, vous, c'est le Moyen-Âge? C'est le XIVe siècle, début du XIVe siècle, oui. Et presque tous les livres sont sur le XIVe siècle. Début du XIVe siècle, ce règne de Philippe le Bel. Oui, pourquoi cette, je n'ose pas dire fixation, mais cette insistance sur cette insistance époque? parce que c'est un roi extrêmement réformateur et qui va vouloir transformer le royaume français en État français et se débarrasser de l'ingérence pontificale dans les affaires politiques. Donc c'est vraiment un réformateur et de surcroît, étant scientifique de formation, c'est aussi les premiers balbutiements de la vraie science, qui est évidemment en opposition avec la superstition qui cavale à l'époque. Vous êtes, ou vous étiez, biochimiste, oui. Toxicologue avant d'écrire et même de traduire, parce que vous avez traduit, et vous traduisez Patricia Cornwell, oui. Dont on parlera peut-être tout à l'heure. Et si j'ai bien compris, Irène vous échappe à la fois de la médecine du Moyen-Âge et en même temps des progrès scientifiques de la médecine. Tout à fait. Et ça sert. Ça sert énormément. Et en plus, ça a été une découverte, parce que je me suis rendu compte que la médecine à l'époque est totalement balbutiante, contrairement à la chirurgie, qui fait des progrès extraordinaires. Et vous publiez chez Flammarion Les mystères de Druon de Brévaux. J'ai hésité parce que je me dis, est-ce que je vous demande tout de suite, pourquoi presque tous les titres sont en latin? C'est assez joli, plus personne ne parle le latin, plus personne ne s'y intéresse. Et donc c'était comme ça, un petit rappel que, ma foi, c'est une très belle langue et qui en plus est très utile en sciences. Ouais. Et pas seulement en sciences. Il faut sauver le latin. Il faut sauver le latin. Battez-vous pour le latin, ça va, on ajoute
ce combat. Et écrire, vous avez dit qu'écrire avait envahi toute votre vie, et donc lire aussi. Lire aussi, mais je suis une lectrice vorace depuis très très longtemps. Et ça a été... Bon, je poursuivrai ce que vous disiez. Je crois aussi que je me suis constituée au travers des livres, et on apprend déjà à être profondément soi et à devenir soi dans les livres. C'est Charles qui dit, Charles Dantzig, pardon, si tant de gens ne savent pas écrire, c'est qu'ils ne savent pas lire. Mais bien sûr. Mais vous savez, je crois qu'on est là, en fait, vous croyez que vous faites une émission de télévision, Jean-Pierre, on est dans un zoo ici, parce qu'on est tous des grands monstres, on est des grands lecteurs, on n'est pas très normaux, vous savez. Oui, mais moi j'aime bien les monstres. Du genre dinosaure. Oui, mais il ne faut pas, puisque les jeunes, on nous dit que les jeunes commencent assez tôt, mais ça dépend ce qu'ils ont à lire et ce qu'ils lisent. Oui. Que ce soit les bandes dessinées ou les aventures. En dehors de Harry Potter, vous trouvez que c'est de la mauvaise littérature? Harry Potter, non. Moi, j'ai plutôt une dent contre Stéphanie Meyer et Twilight. Vous savez, je trouve que c'est les seuls romans de vampires qui soient écrits avec du navet. J'ai bien compris. La mauvaise littérature, c'est plutôt Marc Lévy, etc. Oui, mais ils peuvent faire ce qu'ils veulent, c'est pas grave. Mais je suis pas sûr que, contrairement à ce qu'on dit, ça mène à la bonne littérature. Je crois pas que la mauvaise littérature mène à la bonne. C'est une idée qu'on dit. Ah oui, vous pensez pas que les lire conduit finalement peut-être crois pas que la lecture... Michel Vinocq, Baudelaire, Flaubert... Si, les bons livres, bien sûr. Mais je veux vous dire que... mais je suis pas sûr que les mauvais livres mènent au bon. Et vous nous faites croire qu'un bon lecteur, c'est forcément un écrivain, non? Non, mais je crois qu'un grand lecteur a toujours une envie au fond de lui, c'est d'écrire. En tout cas, Michel Aucouturier, quand ça arrive, ça peut créer des géants, parce que Tolstoï lisait beaucoup, d'après ce que je comprends. Les éditions des Sirtes publient Léon Tolstoï, avec une préface signée Michel Aucouturier, et puis Ma vie, volumineux livre, Ma vie, par Sophie Tolstoï, qui fut son épouse pendant 48 ans. Et l'un et l'autre vont le faire savoir. Est-ce qu'il y a, je ne sais pas, une décision, un geste, un acte de la vie de Tolstoï qui vous échappe? Oui, il n'y en a pas un seul, il y en a beaucoup, parce que Tolstoï est un personnage très contradictoire et on a beau le lire et réfléchir sur lui, sur son œuvre, sa pensée, etc., on n'arrive jamais tout à fait au bout de ces contradictions. C'est l'anniversaire, c'est le 100e anniversaire de sa mort. Est-ce que c'est pour cette raison qu'il y a une sorte de résurrection de Tolstoï où il est constamment présent dans la littérature, chez les jeunes, avec Guerre et Paix, Anna Karénine et d'autres, dont on parlera tout à l'heure? Oui, je crois qu'il y a les deux, parce que, effectivement, il est constamment présent. Ses romans sont, enfin, les grands romans, Guerre et Paix, Anna Karénine, sont constamment réédités en livres de poche, etc. Et je crois que les lecteurs ne leur manquent pas. Mais il est vrai que, précisément, le centenaire de la mort a attiré l'attention sur l'autre aspect de sa personnalité, qui est celui qui, justement, il y a 100 ans, au moment de sa mort, était le plus frappant, n'est-ce pas? La grande autorité morale de son siècle, avec la doctrine, le tolstoïsme dont il s'était fait le prédicateur. Et en même temps, les conditions de sa fin. Et alors aussi, il y a exactement les conditions de sa mort. Jean-François Parot, quand vous écrivez, vous lisez aussi? Beaucoup. Oui. En même temps, je veux dire. Oui, absolument. Je lis 5 ou 6 livres par semaine, oui. Comment? Je lis 5 ou 6 livres par semaine. Et vous les choisissez comment? En correspondance à ce que vous écrivez? Pas forcément, non. Pas du tout. Non. C'est Sébastien Mercier? Oui, mais ça, Sébastien Mercier, je baigne dans Sébastien Mercier depuis 40 ans. Il faut dire qui il est. C'est Michel Vinocq qui va nous le dire. C'est un grand chroniqueur. À la veille de la Révolution, il a écrit les Nuits de Paris. Il a décrit admirablement tous les détails de la vie parisienne. Et c'est un vrai bonheur de lire Sébastien Mercier. Et c'est un homme qui a écrit de la science-fiction, car il écrit un livre qui s'appelle 2240, dans lequel il décrit la France en 2440. Oui. Et elle ressemble un peu? Non, pas vraiment. Pas encore. Bon, heureusement. Michel Vinocq, chez Fayard. Et nous allons commencer avec vous. Madame de Staël, Goncourt de la biographie 2010. La dernière fois, c'était un éblouissant Clémenceau. Vous êtes fasciné par les aides d'exception. Ou vous les rendez des aides exceptionnelles parce que vous y intéressez. Remarquez, j'ai attendu l'âge de 70 ans pour écrire ma première biographie. C'est vous dire que c'était pas ma vocation première. Ça, je sais. Mais elle me fascinait particulièrement parce que c'est une personnalité tout à fait exceptionnelle. Sainte-Beuve disait que c'est une existence grandiose. Et puis, alors quelle époque, la Révolution, le Consulat, l'Empire, les 100 jours, la Restauration. Elle a vécu dans ce moment héroïque, dramatique, et de quelle façon? Et vous rappelez, puisque vous en parlez, que Sainte-Beuve disait qu'elle valait Chateaubriand. Oui, il l'a comparé à Chateaubriand. Oui, il disait que pour sa génération, la génération romantique, il y avait deux modèles qui étaient deux inspirateurs, qui étaient Chateaubriand, et on s'y attend moins aujourd'hui parce qu'elle est relativement méconnue, Madame de Staël. On la lit moins.
Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas accessible, j'oserais dire, démodée, dépassée. Oui, je pense qu'elle a écrit des romans qui l'ont rendue célèbre, Delphine, Corinne, et qui ne sont plus aujourd'hui vraiment dans l'air du temps. Ouais. Bon, le premier, c'est un roman par lettres. À part la Clos, on a un petit peu dédaigné ce genre, me semble-t-il. Et quant à l'autre, c'est un roman qui s'appelle du reste, non pas seulement Corinne seulement, mais Corinne ou l'Italie. Et dans ce ou l'Italie, il y a la volonté de l'auteur de présenter l'Italie à des gens qui ne voyageaient pas beaucoup. Ces lecteurs, bon, quelques-uns voyageaient. Et donc, il y a dans ce livre tout un aspect, je dirais, guide Bédeker ou guide Michelin. À la fois l'Italie et l'Allemagne, de l'Allemagne. Alors ça, c'était une grande européenne. Ça, c'est une... absolument. À Coppet, dans le château qui est au bord du lac Léman, qui avait acquis son père, qui s'appelle Necker, Jacques Necker, le ministre de Louis XVI. Elle a réuni véritablement ce que Stendhal appelait les états généraux de l'intelligence européenne. Vous voyez, c'est extraordinaire, parce que quand on parle de Madame de Staël, on cite tous les grands auteurs et les écrivains du XIXe siècle en particulier. Mais elle a grandi, puisque vous parlez de son père. C'était un banquier à Genève, vous le rappelez. Elle est élevée vous le racontez très bien, dans le salon d'intellectuels de sa mère. Et on la voit gamine, fréquenter Diderot, d'Alembert, Buffon. Dès l'âge de 5 ans, sa mère, avec laquelle elle n'aura pas des relations du reste très aimables, mais en tout cas a eu cette bonne idée de la faire venir dans son salon, un des derniers grands salons de Paris du XVIIIe siècle. Elle avait mis à côté d'elle un petit tabouret et la gamine, donc, à 5 ans, écoutait tous ces brillants esprits qui était étonnée par non seulement son attention, mais très rapidement par le fait qu'elle se mêlait de la conversation, posait des questions. C'est une enfant précoce, une surdouée, dirait-on. Aujourd'hui, on le voit du reste à ses premières lettres qu'elle écrit très jeune. On est frappé par son style, son orthographe. Et vraiment, c'est une éducation tout à fait particulière. Et puis en plus, elle a la chance d'avoir Necker, son père, qu'elle place au-dessus de tout, et qui va la préparer, qui va lui faire comprendre ce qui va arriver, ce qu'elle va vivre. C'est le grand amour de sa vie. C'est l'inspirateur de ses idées. Et elle a été particulièrement fière, heureuse de sa gloire, parce que n'oublions pas que Necker a connu un moment de gloire extraordinaire en 1789, lorsque, après avoir été renvoyé par Louis XVI, le peuple se soulève le 14 juillet au nom de Vive Necker. Le roi est obligé de le faire revenir et le 30 juillet, de Suisse jusqu'à Paris, son cortège est acclamé par la foule des paysans, des villageois, et alors à Paris, quand il arrive à Paris, c'est le triomphe. Et elle est témoin de cela, c'est une image qui va la marquer toute sa vie, elle va revoir la gloire de son père. Nicolas Le Floch, lui, il enquête en 1780, là en ce moment. On arrive vers 89, il entendra parler de Necker. Il le rencontre même. Il le rencontre. Il s'y oppose même. Car il estime que Necker est un personnage qui n'est peut-être pas au fait des données du royaume pour être le bon réformateur du royaume. Et par conséquent, entendant autour de lui toutes sortes de remarques sur Necker, et ayant une conversation assez longue avec Necker, il n'a pas une véritable propension envers le personnage, qui est très infatuité de lui-même, qui croit tout savoir et qui connaît assez mal la France. Ah ? Oui, Necker a eu beaucoup d'ennemis. D'ailleurs, aujourd'hui, les historiens sur Necker n'ont pas tout à fait le même discours que sa fille, n'est-ce pas ? Mais certainement, je ne crois pas qu'il était un grand homme d'État, non, certainement pas. Mais il était un penseur. Et ses écrits, longtemps négligés, aujourd'hui, les chercheurs, les historiens commencent à s'y intéresser et on voit à quel point il a une pensée qu'on appelle la pensée libérale et que c'est une pensée assez forte. Aussi pour l'époque et peut-être aujourd'hui si elle ressurgit. Alors Germaine de Staël disait volontiers « Je ne puis me séparer mes idées de mes passions ». Parce qu'en amour, c'était une romantique exaltée. Il n'était pas facile d'accompagner, si j'ai bien compris, sa passion torride et enlevée. Oriane Jancourt me rappelle que Germaine a eu 2 maris, 15 amants, 5 enfants, et qu'elle n'a pas dû manquer d'amour. Mais c'était sa quête, c'est ça ? Oui.
toute une vie. Absolument. Oui. Et alors, il y a une phrase que vous placez en exergue, une phrase de Mme de Staël, et que j'ai fait commenter tout récemment au président de la République, l'ex Valéry Giscard d'Estaing. Mme de Staël dit « En cherchant la gloire, j'ai toujours espéré qu'elle me ferait aimer. » Monsieur Giscard d'Estaing. Écoutez, alors, c'est une personne qui est bourrée de complexes. Et notamment... Non, mais la phrase est intéressante. Est-ce que la gloire, le pouvoir, quand on n'en abuse pas, peut contribuer à faire aimer? Et que ça apporte, bien entendu, une sorte de satisfaction et peut-être de tranquillité et d'harmonie personnelle. Moi, je renverserai la phrase. Je pense que c'est plus important d'être aimé que d'avoir la satisfaction du pouvoir. Je crois que c'est plus important pour vous, parce qu'on a le sentiment que les gens vous ont compris ce que vous vouliez faire, et qui vous apporte un espèce de soutien affectif. Donc je ne prends pas l'ordre de Mme de Staël. Le pouvoir nous permet d'être aimé. Je dis il faut être aimé, et étant aimé, exercer le pouvoir. Ce qui veut dire que si on est aimé, on peut être un meilleur gouvernant que si on ne l'est pas. Absolument. Si on cherche la victoire sur les champs de bataille ou les terrains de lutte économique et commerciaux. Alors, vous êtes d'accord, Michel Vinot? Oui, elle dit il faut la gloire pour être aimée. Alors, elle cherche la gloire pour être aimée parce qu'elle est obsédée véritablement par ce besoin d'être aimée. Aimer et être aimée. Et puis elle pense toujours qu'elle aime plus qu'on ne l'aime. Mais elle dit aussi que la gloire est le deuil éclatant du bonheur. Ça, il la connaît par cœur. Oui. Vous savez, vous parliez d'amoureuse, elle a eu une phrase merveilleuse. Madame de Staël, un jour, elle a eu beaucoup d'amants. Et dans un salon comme ça, je ne sais plus par qui c'est rapporté, elle voit un homme au fond avec qui elle avait eu une relation, et à voix haute, sans se rendre compte qu'elle parlait à voix haute, elle dit « Quand je pense que j'ai couché avec ça ». Germaine de Staël plaît, mais on voit bien qu'elle est moins belle que son amie Juliette Récamier. Mais pour qu'elle séduise autant, elle n'était pas moche. Elle avait des qualités, elle avait du charme, etc. Et, oui, c'était Woody Allen, elle était tellement intelligente, elle avait la séduction de son intelligence. Oui, d'accord, mais on voit le genre. De son intelligence. Et elle qui comprenait si bien, je vais prendre une citation de Michel Vinot, toute sa vie, elle a été traînée dans la boue par la presse. Par exemple, le journal Le Peuple, l'apostrophe en 1800, « Ce n'est pas votre faute si vous êtes laide, mais c'est votre faute si vous êtes une intrigante ». Oui, elle était une exception à son époque, ou presque une exception. Elle faisait de la politique, ce qui était interdit aux femmes. Elle faisait de la politique non seulement en intriguant, comme on dit, mais aussi en pensant. Et que c'est un penseur du libéralisme tout à fait remarquable, souvent oublié dans les anthologies, etc. Pourquoi ? Parce que sa pensée a été étroitement liée à celle de Benjamin Constant. C'est elle qui l'inspirait ? Les deux. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une relation mutuelle. Qu'elle a 28 ans quand elle rencontre un jour Benjamin Constant, au bord du lac Léman. Et Benjamin Constant dira, au bout d'une heure, elle a pris sur moi l'empire le plus illimité qu'une femme ne peut exercer. Oui, c'est étonnant parce que cette femme dont vous soulignez les traits plutôt ingrats avait une puissance de séduction inimaginable. Alors, nous ne l'avons pas entendu, nous n'avons pas de documents sonores évidemment, mais j'ai remarqué que tous ceux même qui, avant de la connaître, n'est-ce pas, n'étaient pas intéressés par elle, ou on disait même du mal, aussitôt qu'ils sont à ses côtés, ils sont éblouis. Ils sont éblouis parce qu'elle a une intelligence tout à fait remarquable, et puis un art de la conversation. Et elle insiste beaucoup là-dessus, elle le travaille. Elle fait du théâtre, donc je suppose qu'elle avait une belle voix aussi. En tout cas, tous ceux, il n'y en a qu'un qui a résisté, c'est Bonaparte. Oui. C'est le seul. On va le dire. Mais est-ce qu'il est vrai, Vinot, que deux de ses ouvrages politiques majeurs ont été découverts presque par hasard? Mais oui, c'est incroyable. Presque 100 ans après. Oui, c'est une des raisons pour lesquelles on l'a négligé un certain temps dans sa dimension politique. Parce que elle a écrit... Bon, le plus connu de ses ouvrages a été publié après sa mort. C'est déjà un ouvrage posthume, n'est-ce pas, ses réflexions considérations sur la Révolution française. Mais qui plus est, elle écrit sous le Directoire en 1795 un livre sur la politique, n'est-ce pas, de son temps, ou sur la paix intérieure, n'est-ce pas, réflexion sur la paix intérieure. Et c'est un ouvrage qui est d'une lucidité absolument étonnante sous la plume d'une jeune femme. Donc il est resté longtemps caché, inédit. Et où on l'a trouvé? Oui, parce qu'en raison des événements, etc., il y a eu la volonté de sa part de ne pas le publier parce qu'elle mettait en cause,
plus mettre en cause des amis, etc. Mais le plus intéressant, le plus important, c'est que 3 ans plus tard, elle publie un livre tout à fait remarquable qui s'appelle « Des circonstances actuelles pour en finir avec la Révolution et établir la République ». C'est un livre véritablement de pensée politique. On ne le découvrira qu'en 1906. Car, une fois encore, en raison des circonstances, elle ne pouvait pas, je ne peux pas entrer dans les détails, mais publier, elle ne pouvait pas le publier. Pour pas gêner Benjamin Constant. Mais où on a trouvé ces documents? Alors, ce manuscrit est arrivé dans l'héritage, plutôt que la descendance de Juliette Récamier, et c'est ainsi qu'on l'a découvert par hasard, et c'est en 1906 qu'il a été publié. On va vite, puisqu'il faudrait s'attarder sur Madame de Staël et sur l'époque. Napoléon l'a redouté comme la peste. Oui. Il faut dire que, d'après ce que vous racontez, la première rencontre de Germaine avec le général Bonaparte en 1797, ça allait avoir un effet radical. Vous vous souvenez de la question qu'elle lui pose? Oui, elle lui demande quelle est, selon vous, la première des femmes, n'est-ce pas? Et il lui répond de manière abrupte, celle qui a fait le plus d'enfants. Alors, un terme, et la résistance, les esprits, la lutte contre la tyrannie, de la part de Madame de Staël. Et un duel continu, n'est-ce pas, entre 1800, 1802 et 1814. Alors, elle sera exilée longuement en Suisse, et elle réfléchira, elle publiera, vous l'avez dit tout à l'heure, Michel Vinocq, et elle dit « Napoléon me craint, c'est là ma jouissance et mon orgueil, c'est aussi ma terreur ». Oui, et c'est tout à fait étonnant comment un homme aussi puissant pouvait craindre une femme qu'il avait exilée pratiquement en résidence surveillée à Coppet. Comment pouvait-il la craindre? Eh bien, nous avons des écrits de Napoléon au milieu de l'Europe, n'est-ce pas, en pleine guerre, et il veut savoir ce qu'elle fait. Et ce qu'elle dit, ce qu'elle écrit, parce qu'elle inspire des discours, et elle inspire des œuvres. Vous voulez dire, Charles? Je voulais dire que, outre l'excellente biographie de Michel Vinocq, il faut lire Madame de Staël. C'est un merveilleux écrivain, pas du tout compliqué. Mais pourquoi vous n'en parlez pas plus souvent, vous, alors? Mais j'en ai parlé dans mon dictionnaire. Dans le dictionnaire, dans le dernier. Mais vous savez, par exemple, pour vous dire, l'imagination de Madame de Staël a écrit, je crois, la première, un livre sur le suicide. Il fallait penser à cette époque-là à réfléchir sur le suicide, qui est un livre merveilleux. Oui. C'est l'enseignement secondaire en France qui ne donne pas sa place à Madame de Staël. C'est d'une femme. Peut-être parce que c'est une femme, peut-être parce que la Troisième République, qui est encore proche, a voulu l'écarter. Oui. Jean-François Parot-Vivier aussi, dans le XVIIIe siècle, vous l'avez dit tout à l'heure, on peut imaginer peut-être que dans quelques années, Nicolas Le Floch pourrait demander audience à Madame de Staël, d'après ce que vous avez entendu. Oui, absolument. En 1800, il n'aura que 60 ans. Oui. Je l'avais dit ici même au professeur Tullard lors d'une précédente émission, Nicolas Le Floch pourrait très bien être policier sous l'Empire et donc avoir des relations avec Madame de Staël. Oui. Et dans quel type de relation il agirait avec Napoléon ou contre Napoléon? J'en sais rien. Ah bon? Je laisse la liberté à mon héros. C'est-à-dire une fois que vous avez imaginé l'histoire, vous courez derrière le héros. Je cours derrière le héros. Là, nous sommes au 9e tome de ses aventures, l'honneur de Sartine. Le Floch est commissaire au Châtelet, lui, l'orphelin breton qui a gravi les échelons de sa société grâce à ses seules qualités, de Louis XV à Louis XVI, vous l'avez dit. Et quand il y a crime, il y a toujours le Floch pour dénouer les intrigues, dénouer les conspirations, et parfois en suivant, on a l'impression de vivre un peu au XXe siècle. Oui, c'est souvent ce que mes lecteurs me disent, mais il faut bien se dire que les choses se répètent indéfiniment dans l'histoire. Alors c'est vrai, quand on constate qu'un ministre est impliqué dans une affaire un peu louche, que sa gestion du budget de son département n'est pas... Vous parlez du XVIIIe siècle. Du XVIIIe, je parle du XVIIIe, et on se dit, pourquoi il fait allusion à des événements contemporains? Pas du tout. Simplement, l'histoire de France est une éternelle répétition. Alors, en 1780, la France est en guerre. Elle est en guerre, elle soutient la révolte des Américains contre la Grande-Bretagne. Et elle a des difficultés à financer ses opérations maritimes contre l'Angleterre. Et là, on va voir la bataille entre Sartine et Necker. Sartine, voulant redonner une marine à la France, a sérieusement dépassé les crédits qui lui étaient donnés. Et de l'autre côté, il y avait un directeur des finances qui n'avait pas le titre exact parce qu'il était protestant et qui estimait que Sartine dépensait trop. Et en plus, il estimait aussi qu'il fallait faire la paix avec l'Angleterre. Donc il y avait deux politiques qui s'opposaient.
l'une de renforcement de la marine française pour lutter contre l'anglais, et de l'autre côté, quelqu'un qui voulait faire des économies, gérer le budget comme un banquier, et qui ne voyait absolument pas la vision plus stratégique que Sartine pouvait avoir. C'est l'histoire qui aide à la création littéraire? Oui, il y a un rôle à la fois de l'imaginaire et un rôle de la mémoire. Tout ça se mêle d'une manière un peu inconsciente, puisque, vous savez, je l'ai dit souvent, j'écris mes romans sans plan. C'est-à-dire que je crée des personnages, je donne des noms à des personnages, je choisis un milieu, je choisis une année, je me pénètre des événements de cette année, il y a un événement particulier qui est souvent un crime, et là, tout ça démarre. Et... Un crime que vous inventez? Vous avez trouvé dans les archives? Non, un crime que j'invente parce que je ne veux pas avoir l'imagination tordue par une réalité qui me forcerait à aller dans un sens que je ne veux pas. Et à ce moment-là, je suis comme un journaliste derrière mon héros. Un bon journaliste. Je le suis, je décris, j'entends les conversations et je reprends mes romans au moment où je les ai arrêtés, à n'importe quel moment, parce que je crois que le travail est inconscient. Oui, oui. 1780, on l'a dit tout à l'heure, bientôt 1789, la colère se murmure du peuple, bientôt il va gronder. Oui, il y a des événements. Il y avait déjà eu en 1774 la guerre des Farines, qui avait marqué un premier coup de poing des émotions populaires, puisque Versailles avait été très agité. Et là, dans ce roman, il y a des phénomènes qui se produisent parce que le cimetière des Saints Innocents se déverse dans les rues et dans les maisons adjacentes. Il y a eu tel empilement d'inhumations qu'il y a eu cet horrible événement et que ça a déclenché effectivement une émotion du peuple assez vive que Nicolas Floch va être chargé d'ailleurs de calmer. Et peut-être un jour Napoléon lui confiera-t-il des enquêtes ou il les confiera à son fils? On verra. Vous ne savez pas? Je ne sais pas. Non, mais il faut encourager la lecture, comme on l'encouragera avec Madame Jappe dans quelques instants. Mais ce qui est terrible avec les personnages inventés, qui sont parfois plus vrais que nature, par exemple les Trois Mousquetaires, c'est qu'ils finissent par vieillir ou par mourir, peut-être, dans certains cas, ça ira peut-être à Le Floch, mais en tout cas, ils laissent une marque presque indélébile. Et puis Anne-Marie Moreau m'a dit, qui a tout lu depuis 2000 de vos énigmes, que vous écrivez très vite, une fois que vous avez choisi un moment de l'histoire. Très très vite. Et alors maintenant, vous n'êtes... Sinon, j'aurais pas pu être à la fois ambassadeur et écrivain, oui, parce oui. que j'étais dans un pays d'Afrique très difficile, et par conséquent, j'avais beaucoup d'autres choses à faire que d'écrire mes romans. Maintenant, le Quai d'Orsay et vous... Non, j'ai signé l'armistice le 11 novembre, donc je suis à la retraite. D'accord. Et donc, vous avez tout votre temps pour écrire. Oui. Est-ce que vous allez écrire plus facilement ou moins facilement? Parce qu'il y a la contrainte du travail. J'écrirai de la même manière, mais je n'écrirai pas plus vite, car il faut donner du temps au temps. Et voici une des reines du crime à la française, Andrea H. Jappe. Pourquoi je dis Jappe? H. En fait, c'est un hommage. C'est un hommage et à mon frère qui s'appelait Henri, et à mon cousin qui s'appelait Hugues, et qui sont tous les deux décédés très jeunes. Et d'où vient ce nom? Parce que c'est un pseudonyme. C'est tout à fait un pseudonyme. C'est une gymnastique d'initiales de gens qui ont pas mal compté dans ma vie, et auxquels, justement, je voulais faire un coucou et un hommage. Et je suis tombée sur Jappe, et je ne sais pas si vous vous souvenez que le faire-valoir d'Hercule Poirot dans les Agatha Christie, qui est un crétin fini, s'appelle l'inspecteur Jappe. Je me suis dit que c'était un clin d'œil du destin, et voilà. Et puis vous devez avoir plusieurs noms, parce que vous traduisez aussi Patricia Conwell, et j'ai dit tout à l'heure, vous êtes biochimiste, ou vous l'avez été, et vous suivez en même temps, comme toxicologue, vous avez tout pour suivre l'héroïne célèbre de Patricia, la médecin légiste, comment elle s'appelait, Scarpetta. Scarpetta, oui. Ce qui frappe, c'est que vous écrivez des romans policiers contemporains ou historiques, avec en lisant, avec une recherche de la langue et du mot adapté à l'époque. Il me paraissait extrêmement difficile d'écrire, de mettre sur pied un univers se passant au XIVe siècle en usant d'une langue du XXIe siècle. Alors j'ai tout de même épargné à mes lecteurs le français du XIVe siècle, parce que sauf à avoir de robustes bases en latin, il est pratiquement incompréhensible aujourd'hui. En revanche, j'ai opté pour une syntaxe du XVIIe siècle environ. C'est très agréable et accessible.
Voilà, ça, que ce soit accessible. Mais en revanche, en utilisant les termes dans leur étymologie première, qui est très souvent extrêmement différente de la façon dont on l'entend aujourd'hui. Et dans vos romans, le héros, c'est souvent une héroïne, une femme, qui a un caractère bien trempé. Oui, d'autant plus, si vous voulez, qu'on est au début de l'époque où le statut des femmes va considérablement se délabrer. Ça va d'ailleurs aller en empirant, sauf peut-être pour effectivement des femmes de la noblesse. Mais effectivement, on est en train de leur rogner tous leurs droits et le passage du droit de coutume au droit romain va pas arranger les choses. La condition des femmes est pénible ou elle devient pénible alors qu'il y avait eu un moment. Elle devient de plus en plus pénible. On avait par exemple des femmes miresses, c'est-à-dire presque des médecins. On avait des femmes qui enseignaient à l'université de Salerne au Xe, XIe siècle. Et là, les femmes n'ont plus le droit d'enseigner, elles n'ont plus le droit non plus à l'éducation, elles n'ont certainement plus le droit d'être médecins. C'est l'effet de quoi ? Je pense que c'est probablement, il y a été pour beaucoup, mais c'est probablement parce que c'est quelqu'un que j'aime pas du tout, du pape Boniface VIII, qui a commencé à faire des lois et des lois et des lois contre les femmes. Et même si ça avait débuté avant lui, je pense qu'il a beaucoup contribué à une vision très négative des femmes. Alors, dans les mystères de Druon de Brévaux, publiés, je le répète, par Flammarion, vous décrivez la société du Moyen-Âge, la vie quotidienne, des abbayes aux auberges, en passant par les châteaux, et la présence de Dieu est moins grande que celle du diable. Il y a à la fois l'obscurantisme, l'irrationnel qui domine ces sociétés-là. C'est l'obscurantisme, l'irrationnel, c'est aussi l'interpénétration entre la fin du paganisme et le christianisme. Ça reste encore notamment dans les provinces. On est très très étonné de voir par exemple en Beauce ou en Perche des résurgences du paganisme intégrer finalement la religion chrétienne de sorte à pas choquer les pratiques millénaires des gens. Mais de fait, le personnage qui m'intéresse, qui est une jeune femme qui a été contrainte à la fuite pour échapper à l'Inquisition et qui a bénéficié de l'enseignement de son père qui était mire, c'est-à-dire un médecin laïque, et on est sidéré par l'état de superstition dans lequel baigne la médecine. On a une médecine astrologique, alors même qu'on ignore la moitié des planètes, qu'on croit la Terre immobile dans le firmament. On a une médecine analogique, on pense que le coquelicot règle les anémies puisqu'il est rouge, et en revanche, la chirurgie qui est terriblement méprisée au point d'être laissée aux mains des barbiers, fait des progrès extraordinaires, on trépane, on excise. Vous n'aimez pas tout ça, parce que vous êtes défenseur de la science et de la raison. Et votre héroïne va, elle, se travestir en homme et traverser pour essayer de Mais en se exerçant sauver. la médecine, justement. Oui, et on voit le peuple écrasé déjà par les impôts, la dénutrition, la faim, les épidémies et les maladies. Avec tout ça est lié. Est-ce que vous croyez que ces voyages à travers le Moyen-Âge permettent de mieux comprendre notre propre époque ? Je rejoins Monsieur Parrot. Très sincèrement, quand je me suis immergé dans la bibliographie historique les sommes des historiens de la période, je pensais qu'il y avait énormément de différences entre nous et nos lointains ancêtres, et force est d'admettre que l'homme n'a pas énormément évolué psychologiquement. Il a fait considérablement évoluer son environnement technologique, mais on retrouve les mêmes grandeurs et les mêmes vices, dont la cupidité, la traîtrise, la tromperie, et puis aussi l'amour, le besoin d'art, le besoin de grandeur, le besoin de transcendance. On n'a pas franchement évolué, si ce n'est qu'au Moyen-Âge, la notion d'individu est très diluée, moi-je, si prisée à notre époque, n'existe pas vraiment. Et donc on a probablement un sens du sacrifice vis-à-vis du groupe et un sens de la grandeur qui n'est plus du tout le même aujourd'hui. Mais il y a différentes conceptions du Moyen-Âge. Mais c'est vrai que le Moyen-Âge s'était allé sur une très longue période. Oui, tout à fait. Parce qu'on croit que le Moyen-Âge irrationnel, mais il y a une période. Le mot est un peu abusif parce qu'il couvre près de 10 siècles, n'est-ce pas, tellement différents les uns des autres. Et le XIVe siècle est un siècle particulièrement sombre. Alors, c'est l'automne du Moyen-Âge, comme disait Huizinga. C'est une période
c'est une période très sombre en raison des guerres, en raison des épidémies, des etc. familles qui vont arriver, oui. Et on découpe l'histoire en tranches, et en vérité, en histoire, il y a des temps parallèles qui ne vont pas à la même vitesse. Si bien que le Moyen-Âge, quelquefois, se poursuit beaucoup plus longtemps que la période qui lui est, en général, réservée. C'est vrai que, par exemple, on a brûlé des sorcières et des sorciers jusqu'au milieu du XVIIIe siècle. Tout à fait. Céline Mévélec, qui collabore à Bibliothèque Médicis, me disait que, naturellement, vous prenez plaisir à écrire, vous écrivez, vous traduisez, etc., mais que l'écriture a envahi votre vie. Oui, je suis un petit peu graphomane. Pourquoi ? Parce que je suis graphomane, parce que de toute façon, j'ai un tempérament obsessionnel. Donc, que je fasse de la science ou que j'écrive, je le fais de façon obsessionnelle. Mais c'est vrai que ça a été un petit peu une griserie, puisque je n'avais aucune formation historique quand je me suis lancée dans ces romans. Ça a été à la fois une espèce de défi personnel, dont j'ai cru d'ailleurs que je ne me sortirais pas à un moment, tellement la période était riche et effectivement étendue. Et je suis terriblement émue quand je publie un roman parce que et quand j'ai des retours de lecteurs et où je me rends compte que finalement de plus en plus de gens arrivent à l'histoire par le biais de la fiction, quitte à ensuite aller consulter les sommes d'écrivains. Alors, Michel Vinocq, ça vous fait plaisir que l'histoire sert la création littéraire et en même temps la fiction conduit peu à peu des gens, peut-être des jeunes, à l'histoire, à votre histoire. C'est indiscutable. Du reste, les romans sont pour l'historien une source, très souvent, puisque le romancier s'intéresse au particulier, au singulier. Tandis que l'historien, en général, il veut parler de manière générale, collective. Et le romancier, il peut lui arriver d'anticiper sur une époque à venir. Plus que naturellement l'historien, on ne sait pas le rôle. Mieux comprendre les choses que des livres d'histoire, c'est sûr. Oui, je crois en vérité que le romancier qui s'attache à l'histoire doit avoir un rôle de passeur. Parce que l'histoire scientifique, l'histoire qui est une science, souvent a beaucoup de mal à se faire entendre du plus grand nombre. Et quand on peut parvenir, à partir d'un roman, à ouvrir l'esprit d'un certain nombre de gens curieux, c'est une chose extraordinaire. Et je vois d'ailleurs des professeurs de faculté qui disent à leurs élèves et étudiants « lisez Parrot parce que vous apprendrez quelque chose ». Et lisez Andrea Japp, parce que c'est aussi très intéressant. Mais moi, je suis très heureux de la possibilité que vous avez de vous exprimer, de donner et de faire partager cette envie de lire, et vous qui écrivez, oui. Non, je voulais illustrer ce propos en rappelant que Les Rois maudits, par exemple, qui du point de vue de l'histoire est très discutable, je connais beaucoup de gens qui sont arrivés à l'histoire en passant par le roman de Druon. Encore Druon. Mais le vôtre s'appelle Druon, c'est ça. Mais vous savez qu'un des premiers historiens sérieux de la France était un écrivain, c'était Voltaire. C'est Voltaire qui a sorti l'histoire de la superstition, qui a écrit le traité sur les mœurs, qui était un si beau livre. Enfin, on est passé de Bossuet à Voltaire par l'usage de la raison, et c'est un écrivain qui a fait ça. Ce que dit madame tout à l'heure, écrire et lire, apparemment, ça peut être utile pour guérir, ou en tout cas soigner des obsessions. Ah oui, je pense. Ça va mieux. Il faut dire continuez à écrire. Vous avez accès à votre obsession de façon illimitée. Voilà. Donc. Tolstoï, Michel Aucouturier. Gorky disait de Tolstoï, il porte l'humanité en lui. Et Gandhi, il en faisait le grand apôtre de la non-violence que notre époque ait connue. Et Romain Rolland, Tolstoï, la grande dame de la Russie. Qu'est-ce qu'il incarne? Et pourquoi il faut le lire? Peut-être maintenant. Qu'est-ce qu'il incarne? C'est difficile à dire en deux mots. L'âme russe, enfin, vous avez écrit La grande dame de Russie. C'était une citation de Romain Rolland, en fait. Je cherchais un titre et j'ai trouvé cette citation de Romain Rolland qui, effectivement, révèle bien l'un des aspects de Tolstoï. Mais ce n'est peut-être pas l'aspect essentiel, parce qu'on peut considérer que, par exemple, Dostoïevski incarne mieux l'âme russe, mettons, d'une certaine façon, ou la spécificité du génie russe que Tolstoï. Donc, à mon avis, ce n'est pas l'essentiel. Effectivement, je donnerais plutôt la préférence à la formule de Gorky, c'est-à-dire c'est l'homme de l'humanité, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de totalité de l'expérience humaine qui s'exprime dans l'œuvre de Tolstoï que je trouve tout à fait remarquable. Une vie de 82 ans et extraordinairement bien remplie. Selon les périodes de sa vie longue, il y a eu plusieurs Tolstoï, même si on dit il y a l'unité de cet immense géant qui est Tolstoï. Enfin, quand on dit il y a un seul Tolstoï, c'est un peu pour revenir sur l'idée
au fond, normal, traditionnel de deux Tolstoï. Parce qu'effectivement, il y a eu deux Tolstoï, n'est-ce pas? Il y a eu le Tolstoï d'avant la crise et le Tolstoï d'après la crise. La crise, c'est... On parle tout le temps de crise. La crise morale et religieuse qu'il a vécue à l'âge, oui, tout à fait, à l'âge de 50 ans et qui a littéralement coupé sa vie en deux. Jusqu'en 1880, c'était un grand romancier. Après 1880, il a prétendu renoncer à la création littéraire. Il n'y est pas tout à fait arrivé parce qu'il a continué à écrire des choses. Mais pour lui, ce qu'il écrivait après, littérairement, n'était plus l'essentiel. Dans la première période, il sert dans l'armée, il va choisir l'écriture, il s'installe dans son domaine célèbre que les Russes finissent par ouvrir aux visiteurs. Les Soviétiques l'avaient fermé pendant... Il a toujours été ouvert aux visiteurs. Il a toujours été ouvert. Simplement, il a été... il y a eu une phase pendant laquelle on ne conseillait pas tellement d'aller voir Yasnaya Poliana. Oui. C'est-à-dire que c'est resté, après la Révolution, pendant un certain temps, c'est resté la propriété privée de... la comtesse Tolstoï, n'est-ce pas, qui a survécu à Tolstoï pendant plusieurs années et qu'on a autorisé à l'époque, puisque c'était l'époque où on expropriait les domaines nobles, aussitôt après la Révolution, elle, par faveur spéciale, on lui a permis de garder ce domaine. C'est une propriété immense de 2000 hectares. Oui, je ne sais pas le chiffre, mais effectivement, c'est une propriété immense. Et là, il va combattre pour son peuple et il veut le libérer par l'instruction. Il va, avant l'abolition du servage, libérer lui-même ses propres moujiks. Oui, mais avant l'abolition, c'est un mauvais exemple pour les Russes de l'époque. Oui, parce que non, c'est vrai que Tolstoï, il le dit à un certain moment, pendant sa jeunesse, encore à l'âge de 30 ans, il considérait, comme tous les Russes de son milieu, les nobles russes, le servage comme finalement la condition indispensable à la vie de la noblesse, parce que la noblesse ne pouvait pas vivre sans faire exploiter ses terres par des... Et c'est seulement progressivement, un peu avant l'abolition, en même temps que l'ensemble de la société, enfin, mettons de la société cultivée russe, qu'il a pris conscience de cette espèce d'absurdité, au fond d'inhumanité que représentait le servage. Et Guerre et paix, il écrira dans la première partie de sa vie. Il commence en 1862, donc il a une trentaine d'années, oui, il a 30 ans, enfin il est né en 28. Une œuvre extraordinaire, 7 années pour l'écrire. Oui. Et si j'ai bien compris, sa femme, qui à la fois l'aimait, l'admirait et le détestait, était chargée de transcrire, et que les 7 versions, ou les 8 versions, je ne sais plus, c'est elle était chargée, elle s'en chargeait. Elle s'en chargeait parce que d'une part, elle aimait beaucoup son mari, et leur relation, on en a beaucoup parlé. Oui, d'accord. Mais elle l'aimait beaucoup, et elle l'aimait surtout comme écrivain. Elle adorait ce qu'il écrivait. Et c'est l'une des raisons, d'ailleurs, de la détérioration de leur relation à partir du moment où il a cessé d'être écrivain pour devenir prophète, n'est-ce pas ? Mais jusque-là, elle l'adorait comme homme et comme écrivain. Et donc, elle se chargeait très volontiers de recopier ses manuscrits. Et Anna Karénine ? Anna Karénine, Karénine, c'est aussitôt après, c'est à peu près aussi... Avant les 50 ans. Avant les 50 ans, oui. Et alors, on m'a toujours dit, et Dominique Fernandez, dans le livre qu'il était venu présenter ici avec Tolstoï, chez Grasset, disait que Tolstoï détestait son personnage Anna Karénine. Détestait le personnage d'Anna Karénine. Le personnage, oui. Non, je crois que ça c'est tout à fait faux. C'est une fausse légende. C'est-à-dire que le personnage a évolué en même temps qu'il écrivait le roman. Et au départ, effectivement, Anna Karénine, on voit dans les premiers brouillons que Anna Karénine était une femme plutôt vulgaire. Au fond, c'était ça part d'un fait divers. L'incarnation de l'adultère. Et petit à petit, il en a fait, une femme qui, au fond, dans le roman, c'est elle qui incarne les valeurs positives, plus encore, je dirais que, enfin, autant que Lévin, évidemment, qui est un peu son concurrent. Pour Guerre et paix, il va beaucoup consulter d'archives et va beaucoup travailler avec une documentation. Oui, à cet égard, c'est très intéressant pour des écrivains qui écrivent des romans historiques, policiers historiques, de voir comment Tolstoï travaillait et ce phénomène d'intertextualité qui est son utilisation des archives, de documents, de poèmes, qu'il intègre à l'intérieur de son texte avec une grande maestria. Et l'historien, comment lit-il Guerre et paix ? Exactement comme ces grands romans du XIXe siècle qui nous donnent de l'histoire, une version qui est romanesque sans doute, mais qui est merveilleusement instructive. Je crois qu'en particulier, les romans nous donnent la dimension psychologique, n'est-ce pas, que les historiens généralement négligent ou ne connaissent pas.
Et de ce point de vue, je crois que lire Guerre et paix, c'est véritablement une leçon d'histoire admirable sur Napoléon, les guerres de l'Empire, les Russes évidemment, la résistance des Russes. C'est un enchantement pour l'historien de lire cela. Lire et relire comme dirait mais certainement, mais je dirais aussi qu'il y a les Français qui ont écrit je dirais Flaubert, vous lisez l'éducation sentimentale de Flaubert, qui n'a pas la taille de Guerre et paix. Mais franchement, pour comprendre la monarchie de Juillet, la révolution de 1848, et puis Balzac Dumas, Zola, etc. Oui. Donc, alors à 82 ans, sans prévenir personne, sinon Sacha, une de ses filles, il disparaît. De nuit, il s'en va, sans papier, il s'évade de ce qu'il appelait la maison de fous et il va mourir seul à 6h05 en plein hiver sur un banc d'une gare devenue célèbre. La gare Astapova. C'est pas tout à fait ça. Et en fait, on combat toutes les légendes et tout ce que les uns et les autres écrivent. Effectivement, Astapova, mais pas sur un banc solitaire. Simplement, il était accompagné de son médecin. Il est parti avec son médecin, Dušan Makovitsky, un Slovaque, qui, pendant les dernières années de sa vie, l'accompagnait constamment. On est comme Tolstoï, on cherche la vérité, voilà. C'est bien dit. Donc, il est parti sans très bien savoir où il allait, effectivement, et en fait, jusqu'au dernier moment, on ne sait pas très bien où il se dirigeait. Il voulait partir, tout simplement. C'est une fuite. C'est une fuite, oui, c'est une fuite, tout à fait. Et alors, il s'est trouvé, au fond, son médecin a constaté, à un moment donné, qu'il était malade. Alors, on l'a fait descendre à cette gare d'Astapova. Il était très célèbre. Le chef de gare lui a offert sa chambre, n'est-ce pas? On l'a installé dans la chambre du chef de gare, et c'est là qu'il a agonisé pendant une semaine. Quels ont été ses derniers mots? Vous qui savez tout. À vrai dire, on lui en attribue plusieurs, je ne sais pas très bien. Bon. Effectivement. Et alors, Sophie, sa femme, il l'épouse, il a 36 ans, elle en a 18, et ils vont commencer 48 années de guerre commune et de vie commune. C'est plutôt la guerre que la paix entre eux. Ce n'est pas tout à fait ça non plus, parce que ça a été un mariage. D'abord, il a épousé. Pour démolir les fausses légendes, c'est pas mal. Hein. Le mariage a été le rêve de toute sa jeunesse. Il voulait se marier, il voulait trouver une femme qui puisse fonder dans ce domaine de Jasnaja Polyana, où il avait connu une enfance heureuse, reconstituer cette espèce de paradis de l'enfance, finalement, pour sa descendance. Elle va nous apprendre beaucoup de Tolstoï. Fonder une famille. À travers cet immense livre, Ma vie, elle va nous apprendre beaucoup de Tolstoï. Ça, c'est un autre aspect. Parce que chacun va te lire son journal. Oui. Et est-ce qu'il est vrai, mais alors je suis très prudent, que chacun montrera à l'autre tout ce qu'il écrit? Oui, c'est vrai. Oui, le journal, montrera, peut-être pas systématiquement, laissera ouvert. Et pourquoi il est resté si longtemps inédit? Alors, ce n'est pas son journal, ça, parce que son journal a déjà été publié il y a quelques années. Pourquoi Ma vie a été si longtemps? Alors ça, on ne sait pas très bien. Elle est restée au fond enfouie dans les réserves du musée Tolstoï, et je crois que c'est dû à, c'est une hypothèse, à une espèce de, de tabou sur la vie privée des grands écrivains qui a toujours régné en Russie, mais en particulier à l'époque soviétique, n'est-ce pas? Et on considérait que c'était un feu porté atteinte à sa mémoire. Pourquoi la sonate à Kreuzner qu'il publie en 1889 va provoquer un tel choc? Parce que c'est une dénonciation du mariage, de la vie conjugale, tout simplement, n'est-ce pas? Et effectivement, le lecteur... Alors, d'une part, la publication est assez compliquée, parce que c'est un roman qui a été pendant un certain temps interdit, du fait notamment des autorités religieuses, qui n'a été autorisé finalement que par le tsar lui-même, à la suite d'une intervention de Sophie Tolstoï, précisément. Le tsar, à ce moment-là, a autorisé la publication de ce roman dans le cadre des œuvres complètes de Tolstoï, si bien que ce n'était pas accessible à tout le monde, n'est-ce pas? Mais ça a été lu très vite, parce que le samizdat, d'une certaine façon, existait déjà à cette époque-là. On le recopiait, on se le passait, tout le monde le lisait. Vous dites que Tolstoï, tout au long de sa vie, était en avance sur son temps. En avance sur son temps, je ne sais pas vraiment. Déjà, en tout cas, sur la lutte contre le servage, il reflétait son temps et en même temps, il montait les perspectives. Toute sa société de l'époque était contre le servage, toute la société cultivée. Je vais encore timidement vous dire, vous écrivez que Tolstoï, pour vous, n'est pas mort, qu'il vous paraît plus vivant que jamais.
Ça, c'est vrai aussi. Oui, bien sûr. Pour vous. Oui, bien sûr. Mais plus vivant que jamais, dans le sens précisément de Gorky, où il est universel. Où, mettons, il y a un certain nombre de choses dans son œuvre. Combien de livres a-t-il écrit, Tolstoï? Je ne sais pas combien de livres, mais il a écrit en tout cas 3 grands romans et un certain nombre de nouvelles. Anna Karénine, Guerre et paix. Et Résurrection, le dernier grand roman qu'il a écrit pendant les dernières années de sa vie, à une époque où il avait déjà décidé de cesser d'écrire. Voilà. On commence par quoi, Tolstoï? On commence par la sonate à Kreutzer. Attaquer le mariage, c'est toujours amusant. Oui, les enfants. Coquin, il en avait 13. Hein, vous savez, Sophie. il a une chose qui me... Vous parliez de ce qu'il a fait avec ses serfs. Il a aussi fait une chose que peu d'écrivains ont fait. Je crois qu'il a donné ses droits d'auteur à une tribu qui était persécutée, les Boukobors. Peu d'écrivains ont ça. Et il y a une concomitance entre la générosité de l'œuvre et de la vie qui n'est pas si fréquente non plus, qui me rappelle un peu l'homme qui est dans la ligne de fuite derrière moi. Je ne sais pas si on le voit à la caméra, qui est Victor Hugo. Il y a cette parenté d'esprit entre... dans de nombreux combats aussi, pour de nombreuses causes. Pourquoi vous dites, Charles Dantzig, j'en arrive à vous, une librairie m'a sauvé? Une librairie, pas un libraire. Une librairie m'a sauvé la vie parce que c'était quand j'étais étudiant et au lieu de faire mes études, j'allais dans cette librairie qui était à Toulouse, qui était la librairie Castellin, et on descend. C'est là que j'ai appris qu'on peut descendre vers le paradis. C'est-à-dire qu'on descendait vers le rayon de littérature générale et que tout d'un coup, vous savez, ça me frappait à ce moment-là. Je lisais des livres sur l'Atlantide et je voyais des gens chercher l'Atlantide et l'Atlantide elle est toujours là, elle est place du Capitole. Si vous n'avez pas eu cette librairie, qu'est-ce que vous seriez devenu? Fou. Un fou. Oui, je crois. Vous ne croyez pas que vous êtes déjà fou aussi à cause de la littérature? Oui. Ce sont donc les gardiens du temple du livre, les libraires. Vous dites le snobisme de la lecture n'existe plus. Un des signes des temps barbares est que l'ignorance n'a plus honte. Vous savez, moi je suis très pour l'hypocrisie. Parce que l'hypocrisie, ça veut dire que la brutalité baisse le front. Et je trouve qu'en ce moment, les brutes ne font plus semblant d'aimer la littérature. Vous savez, j'ai jamais beaucoup cru au discours qu'on nous faisait sur, mettons, la grande culture de Jacques Chirac. Mais enfin, au moins, il faisait semblant. Eh bien, je trouve que ça n'est pas mal que dans les autorités de l'État, on fasse semblant d'aimer les choses de l'esprit. Alors quoi, la lecture, c'est un refuge, un tremplin, une arme de vie pour vous? C'est tout ça. Je crois que c'est la protection de notre faiblesse. Vous savez, si on lit beaucoup, c'est que c'est une forme de faiblesse parce que tout le temps que nous passons à lire, nous ne le passons pas à des choses extrêmement utiles qui servent à, je sais pas quoi, à gagner sa vie, à devenir capitaine d'industrie, à devenir capitaine tout court. Et la lecture peut être une forme de faiblesse. Eh bien, elle renforce notre faiblesse. Vous n'allez pas nous dire que c'est inutile de lire? Si, c'est parfaitement inutile. C'est parfaitement inutile. Mais c'est ça qui rend heureux, c'est ça qui arme, qui donne des forces. Voilà, mais ça n'est pas utile matériellement. L'utilité n'est pas immédiate. Nous en jugeons tout de même du haut de nos capacités à pouvoir lire. Mais moi qui ai été ambassadeur dans un pauvre pays d'Afrique, je dois dire que la lecture, c'est un besoin pour des peuples qui n'ont pas toujours les moyens de l'accès aux livres. Et si je peux vous faire une confidence, je disais un jour à un attaché culturel qui se plaignait qu'on volât des livres au centre culturel français. Je disais, mais quelle extraordinaire chose qu'on vole des livres, parce qu'un livre, c'est quelque chose d'important pour nombre de jeunes gens en Afrique. Je disais une confidence. J'ai rencontré plusieurs fois des Africains à Paris, presque par hasard, qui suivent Bibliothèque Médicis à travers Internet, etc. Ils disent, vous parlez de livres. Oui, mais nous, on ne les a jamais. Ou on ne les a pas. Et donc, de temps en temps, il faudrait penser leur envoyer les livres dont nous parlons et auxquels ils sont attachés. On reçoit de temps en temps des demandes via les éditeurs, très souvent d'ailleurs via des missionnaires qui demandent si on peut envoyer les livres. Il faudra le faire, on va le faire. Ouais. On va le faire. Charles Dantzig, un bon lecteur pour vous, et d'ailleurs plus modestement pour moi, c'est quelqu'un qui entoure le livre, barre, souligne, fait des gribouillis dans la... Mais il y a une autre version, c'est au contraire un livre... doit rester bien, ça ne se touche pas. Je n'y crois pas. Je crois qu'on ne lit bien qu'en écrivant. Il faut écrire dans le livre. Sur son propre livre, sur le travail d'un autre. S'il y a une marge, je crois que c'est la marge, c'est l'espace du lecteur. Ouais. C'est pour qu'il intervienne, pour qu'il approuve, qu'il désapprouve, qu'il souligne, pour créer l'interaction. Regardez la bibliothèque de Voltaire et les ouvrages de Voltaire qui sont tous commentés de la main. Et vous le faites? Bien sûr, oui. Remarquez, il y a quand même quelques scrupules à le faire avec des livres de la Pléiade ou de très beaux livres, mais en général, oui. Le surmarqueur. Post-it. Et vous? Oui. Vous marquez? Oui. Pas dans la Pléiade, effectivement. Oui. C'est d'ailleurs le principal inconvénient maintenant du livre électronique, c'est qu'on ne peut pas y écrire. Mais je crois que c'est en train de se développer et qu'on pourra prendre des notes dans les livres électroniques. Alors, vous n'aimez pas Céline? Non. Vous n'aimez pas le roman social, le réalisme social? Vous n'aimez pas Kundera, ça? Non, je n'ai pas dit que j'aimais pas Kundera. Vous dites c'est les années 50, etc. Je dis que il a probablement fait plus pour son pays, pour la découverte en Europe de ce qui se passe dans son pays,
que Charles Dantzig. Non, mais bien sûr, mais je dis qu'il a une conception par moment de la littérature mais c'est normal, il est dans son temps. Il est l'époque où on considérait que Thomas Mann était le plus grand romancier du monde. Et Mario Vargas Llosa? Ah, merveilleux. Je suis d'ailleurs très content qu'il ait été battu à l'élection présidentielle au Pérou. Ça lui permet de continuer à écrire. Absolument. Et il était notre invité de Bibliothèque Médicis il y a quelques jours. Mais j'ai pas compris que vous admiriez tellement certains personnages qui sont particulièrement intéressants et intelligents. Vous leur pardonnez tout. Par exemple, Sartre. Sartre, il y a tout à lui pardonner. Vous savez, d'ailleurs, on nous répète depuis 20 ou 30 ans, Sartre s'est trompé. Bien sûr, il s'est trompé, mais nous aussi, nous nous trompons pour commencer. Et d'autre part, il y a la façon qu'on a de se tromper. Vous savez, nous n'avons pas l'influence qu'avait Sartre à un moment donné. Sûr, mais parce que sur le principe. Est-ce que ça veut dire qu'on peut tout pardonner, même le pire, aux gens très intelligents? Ça dépend de l'intention, si vous voulez. La différence, Jean-Pierre, la différence entre la façon qu'a Céline de se tromper et la façon qu'a Sartre de se tromper, c'est tout à fait différent parce qu'il n'y avait pas de mauvaise intention dans la tête de Sartre. On sait très bien que Céline était mal intentionnée et qu'il n'avait pas de bonnes intentions. Sartre s'est trompé par bonne intention, ce qui n'est pas une bonne excuse, mais quand même, il s'est aussi trompé parce qu'il était très intelligent. Vous dites que le respect est une notion antilittéraire. Ça veut dire vous acceptez qu'elle le soit même à votre égard? Bien sûr, moi je ne demande pas le respect parce que je pense que le respect, c'est une notion mortifère. Moi je pense qu'avec les écrivains, il faut avoir de l'amour, de la passion, de la déférence, ce qu'on veut, mais pas du respect, parce que je trouve que le respect est une notion... Vous savez, que disent les parents à leurs enfants quand ils sont agacés? Tu me dois le respect. Ça veut dire tais-toi. Ça veut dire... La pensée ne doit pas s'exercer. C'est un mot de mafieux, le respect. La littérature, les gens d'ailleurs savants, les gens qui font des choses n'ont pas besoin de respect, ne le demandent pas. Il faut... Et vous non plus. Mais bien sûr que non. On peut dire que de temps en temps, vous êtes trop condescendant à l'égard des auteurs. Pas du tout. On s'est dit d'où il parle, lui. Écoutez, tout écrivain peut être jugé comme ça. Le jour où, toute proportion gardée, le jour où Marcel Proust a publié son livre, d'où il parle, d'où tout écrivain parle, si personne ne prend la parole pour dire une chose, on ne dit plus rien. On va vite, mais ce qui m'a frappé, Charles Dantzig, c'est qu'à plusieurs reprises dans vos livres et dans votre entretien avec Oriane Jancourt dans Transfuge, une excellente revue, c'est la présence de la mort. Je ne sais pas si vous en rendez compte, mais vous n'arrêtez pas de dire « c'est une guerre que je fais à la mort, tous mes livres sont une protestation contre la mort ». Tout meurt, y compris les œuvres d'art, elles sont heureusement ce qui dure le plus longtemps face à la mort. Mais je crois que ce que fait tout écrivain, c'est un cri de protestation contre la mort. La création est une forme de protestation contre le néant qui approche, et les lecteurs accompagnent les écrivains là-dedans. Ils en sont plus ou moins conscients, mais vous savez... On est dans un lieu historique, qu'on pourrait parler, je ne sais pas quoi, des empires qui se sont écroulés. Voilà, l'Empire romain qui n'est pas si ancien. On ne se rappelle pas la moitié des noms, 90% des noms des gens qui ont gouverné cet empire. Et il nous reste 800 livres de l'Antiquité latine. Eh bien, c'est merveilleux. Ces gens-là ont persisté plus longtemps que les grands capitaines. C'est ce qui dure. C'est ce qui dure. Ouais. Est-ce que c'est ça qui vous fait écrire, vous aussi, tous, là? La peur de la fin? Non, je crois que pour ma part, ce qui me fait écrire, c'est le plaisir d'écrire. Et vous? Oui, moi aussi. Enfin, d'autant plus que, en fait, je comprends que cet besoin de lutter contre la mort, c'est soit quelque chose qui inspire les grands écrivains, certainement, mais enfin... alors vous faites comme la famille Necker et Madame de Staël, vous vous faites plonger à votre mort dans un bocal, dans lequel chaque année on remet un peu d'alcool pour que le niveau soit égal. C'est vrai, ça? Oui, c'est toute une histoire qui vient du fait qu'au XVIIIe siècle et au début du XIXe, on avait peur d'être enterré vivant. D'être enterré vivant. Et que du même coup, Madame de Staël, la mère, n'est-ce pas, a fait un testament très précis pour que son corps, n'est-ce pas, son visage soit visible. Et pendant plusieurs semaines, du reste, Jeanne Necker a gardé le cercueil dans sa chambre, n'est-ce pas, en regardant ce visage. Et c'est très, très répandu, cette crainte. Tous les testaments du XVIIIe siècle portent « Je souhaite que mon corps soit exposé et qu'avant la fermeture de la bière, on me pique à divers endroits ». C'était une formule que les notaires remettaient dans chaque testament. Vous voyez, la littérature, l'histoire, son jux, Marie... Vous continuez à écrire? Oui. Dans l'espoir de revenir dans votre émission. Oui, c'est ça. Dans l'espoir de ne pas mourir. Moi, je peux rien faire, mais je peux marquer des petits jalons pour la postérité. Et vous? Non, moi, je suis convaincu que s'il n'y avait pas l'idée de la mort, il n'y aurait pas non plus l'idée de la vie, et que très probablement, on ne serait pas poussé à faire si on n'avait pas la notion très très ferme de notre finitude. Votre livre prochain sort en février. En février. Et vous?
Dans un an. Hein? Dans un an. Donc vous êtes en pleine écriture. Merci à vous tous. Tous, vous nous avez mis en appétit. Je lis comme je marche, dit Charles Dantzig. Je lis comme je respire. Hein. Je lis parce que ça m'est indispensable. Et il ne s'agit pas d'une confidence personnelle, mais en même temps, pour beaucoup d'entre vous, c'est le cas. Même si l'intérêt pour le livre dans la société française d'aujourd'hui fluctue selon les moments et selon les milieux. Mais à Bibliothèque Médicis, chacun de nous, alors Philippe Lallemand, Anne-Marie Moreau, Anna Markovitch, Céline Mévélec, Oriane Jancourt, chacun de nous répète et se console avec ce mot de Borges, encore lui, que d'autres se flattent des livres qu'ils ont écrits. Moi, je suis déjà fier de ce que j'ai lu. Merci à vous tous. À bientôt. Elle est nécessaire d'abord parce qu'il y a un impératif de justice. Il y a cette idée que, grâce à l'épuration, on va fonder une France nouvelle. Et voici que Pétain entre dans la salle.